Jusqu'à cette toute dernière session de Fac de Sciences. Donc pour cette dernière session, on reçoit Magali Deleuil, qui est astrophysicienne au laboratoire d'astrophysique de Marseille, et qui va nous parler d'un sujet dont on a beaucoup parlé cette année, et dont on parle assez souvent, notamment, qui est assez visible du grand public, qui est la quête des exoplanètes, et peut-être éventuellement des exoterres. Oui, bonjour, merci pour cette introduction. Oui, vous m'entendez. Bien, alors on m'a demandé de faire une introduction à cette série de questions. Et donc, je crois que j'arrive à l'âge où je peux faire un petit peu d'historique et me reporter à l'époque où j'étais jeune enseignant-chercheur, puisque je suis professeur à l'Université d'Aix-Marseille également. Et on m'avait demandé de faire un cours en planétologie. Alors, en fait, je ne connaissais pas grand-chose en planétologie, mais je trouvais que c'était intéressant. Et puis, de toute façon, voilà, quoi, il fallait que je fasse mon enseignement. Et j'ai découvert des tas de trucs à cette occasion. Mais ce que je disais à cette époque-là, c'est que on connaissait en tout et pour tout 9 planètes, et 9 planètes toutes dans le système solaire. À l'époque, Pluton était considéré comme une planète. Et puis que la possibilité d'avoir des planètes ailleurs, c'était quelque chose qui était envisageable, bien sûr, mais qui restait dans le domaine des... on va peut-être pas aller jusqu'aux spéculations, mais d'une certaine façon, oui. Et puis j'avais participé, parce que aussi je travaillais sur les disques autour des étoiles, ce qu'on appelle les disques circumstellaires, et je faisais ce cours sur les planètes. J'avais participé donc à un atelier qui s'était tenu à l'Observatoire de Haute-Provence en 1995, et qui avait pour objectif de parler justement de la détection des planètes hors du système solaire, ce qu'on appelle les exoplanètes. Et c'était très intéressant, puisque c'était un atelier qui était français, avec différents collègues qui présentait les techniques qu'on pouvait envisager pour détecter des planètes hors du système solaire. Et c'était assez informel. On avait aussi pour mission de voir quelles seraient les techniques ou la technique la plus intéressante pour espérer faire une première détection à partir de 2 cas types, qui étaient l'un Jupiter, bien sûr, la planète la plus grosse et la plus massive du système solaire, qu'on imaginait placée autour d'une étoile lointaine, et puis l'autre prototype, bien sûr, la Terre. Et ce qui est ressorti de cet atelier, c'est que c'était quand même pas pour demain. Et de façon assez amusante, la méthode que je pensais la plus intéressante n'a pour l'instant aujourd'hui donné aucun résultat. Et quelques mois après cet atelier, nous avons eu l'annonce de la découverte de la première exoplanète autour d'une étoile comme le Soleil, faite par Michel Mayor et Didier Queloz. Et il faut savoir qu'à le jour de ça, Michel Mayor était dans la salle, avait participé à l'atelier à l'Observatoire de Haute-Provence. Et il n'avait rien dit, bien sûr, puisqu'il était en train d'écrire son article. Mais donc, il a trouvé ça assez amusant, quoi, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui s'est passé, c'est que cette première exoplanète, eh bien, elle est venue un petit peu comme... elle a fait l'effet d'une mini-bombe dans la communauté, puisque c'est une planète qui tourne autour d'une étoile qui est donc similaire à notre Soleil, dont la période orbitale est de 4 jours et demi, donc elle est très très proche de son étoile. Pour comparer avec Mercure, on est autour des 88 jours de période orbitale, de mémoire. Et cette planète a à peu près la moitié de la masse de Jupiter. Donc un corps qui n'a aucun analogue dans notre système solaire. Donc on pouvait se poser la question, puisqu'en fait, quand on envisageait de détecter des planètes autour d'autres étoiles ou l'existence de planètes autour d'autres étoiles, eh bien, on imaginait bien sûr des espèces de mini-systèmes solaires, des systèmes composés de petites planètes rocheuses comme notre Terre, proches de leur étoile, et puis ensuite des grosses planètes gazeuses dans des corps très différents, plutôt loin de leur étoile. Et là, eh bien, en fait, c'était quelque chose de complètement différent, puisqu'on avait un objet très massif et très proche de son étoile. Et à partir de là, en fait, ça a démarré, il y a tout un pan de recherche qui s'est ouvert, qui était la recherche des exoplanètes. On a commencé à avoir des thèses, pas tout de suite, mais dans les années qui ont suivi, des thèses qui ont été proposées sur la recherche des exoplanètes, ce qui aurait été absolument inenvisageable quelques années au préalable. Et maintenant, c'est un domaine qui est en pleine explosion. On a plusieurs conférences internationales par an. La communauté ne cesse de grossir.
Alors, quels ont été les progrès à ce moment-là, à la suite de cette première découverte qui a suscité énormément de controverses, mais bon, en fait, toutes les hypothèses qui ont été envisagées pour essayer d'expliquer le signal qui avait été détecté par autre chose qu'une planète, on n'a pas réussi à infirmer l'hypothèse planète et le signal est toujours là 21 ans plus tard. Alors, il n'y a pas d'image en fait. Bon, c'est pas très grave. Hein, ah, voilà. Alors, donc en fait, il y a eu une course à la détection des exoplanètes qui s'est faite avec un petit peu une compétition entre l'Europe et les États-Unis. Alors ces planètes, on les voit essentiellement, enfin on ne les voit pas justement, on détecte leur présence de façon indirecte. On aimerait bien avoir une belle image d'une planète. Alors ceci, c'est l'image du transit de Vénus devant le Soleil, donc un transit dans notre propre système solaire. Et on n'a pas d'image, j'avais droit à une seule image, donc je n'ai pas mis une image, par exemple, d'une planète comme Mars ou Saturne dans le système solaire, comme les sondes de la NASA nous ont envoyé, parce que ce sont des images superbes. On aimerait beaucoup avoir ça, on n'arrive pas encore. C'est excessivement difficile, parce que le contraste lumineux entre une étoile et une planète, c'est de l'ordre de 10 milliards. D'accord. Et en même temps, vous voulez voir une source donc, qui est très très peu lumineuse et qui a la mauvaise idée d'être très très proche de son étoile, donc d'un générateur de lumière en quelque sorte. Donc on les voit de façon indirecte, on détecte leur présence de façon indirecte, soit par les perturbations gravitationnelles qu'elles produisent sur leur planète, sur leur étoile, soit par la baisse de luminosité qu'elles induisent si, par exemple, vous avez une planète dont le plan de l'orbite est aligné avec votre ligne de visée. Vous allez voir la planète passer devant le disque de son étoile et à ce moment-là, ça veut dire ça va générer une légère baisse de luminosité, donc un petit peu comme la Vénus devant le Soleil. Et sur cette photo, en fait, c'est une vraie photo, vous voyez que le disque de Vénus est tout petit et donc vous pouvez de façon relativement intuitive bien comprendre que la baisse de luminosité que vous allez devoir détecter pour pouvoir induire la présence de la planète va être très faible. En fait, on est de l'ordre de 1/100 dans le cas d'une planète comme Jupiter, donc un gros Jupiter très proche de son étoile, et quelques 10 millièmes pour une planète comme la Terre. Donc, on a développé les techniques de détection au sol. On a également développé les techniques de détection depuis l'espace avec 2 satellites qui ont fait ce type de travail. Un satellite franco-européen qui était Kourou et un satellite qui était de la NASA, Kepler, qui lui avait été conçu pour essayer de détecter la présence d'une planète comme la Terre. Donc vraiment un objet petit, rocheux, à 365, on va pas, mais disons autour de 300 jours de période orbitale autour d'une étoile, comme notre Soleil. Et en fait, donc les techniques au sol ont complètement bouleversé notre vision des systèmes exoplanètes, mais toutes les mesures qui ont été faites depuis l'espace ont également complètement révolutionné même l'idée qu'on pouvait s'en faire. On a détecté des objets qui n'ont aucune similarité avec les planètes du système solaire, donc de très grosses planètes très proches de leur étoile, mais également ce qu'on appelle les super-terres, des planètes rocheuses très grosses, 1,5 fois à 2 fois la Terre, la masse de la taille de la Terre, pardon, et également très proches de leur étoile. On a trouvé des systèmes de petites planètes, de très nombreuses petites planètes, très compactes en fait, où si vous voulez, comme si on plaçait 5-6 planètes entre l'orbite de Vénus et le Soleil. On a également trouvé ce que la science-fiction nous annonçait, en fait, qui était aussi un sujet de controverse dans les conférences, le fait que on a des planètes autour d'étoiles binaires. On sait, par exemple, que dans le voisinage du Soleil, plus de la moitié des étoiles sont en couple ou en association, système triple, etc. Donc des étoiles liées par la gravitation qui tournent autour d'un centre de masse commune. Et savoir est-ce que la formation planétaire pouvait se produire autour de ces étoiles binaires, c'était une question qui était ouverte, qui donnait aussi sujet à pas mal de débats. Hein. Et là, c'est le satellite Kepler
Pierre qui a apporté la réponse. Oui, ça existe. On peut avoir des planètes et ces planètes vont tourner autour du couple, en fait. Donc, un peu comme ce qu'on voit, par exemple, dans Star Wars, en fait, une planète avec 2 soleils. Donc, aujourd'hui, donc on a découvert une diversité dans les caractéristiques des planètes dont on ne soupçonnait pas l'existence, mais en même temps c'est une source de frustration, même si ça nous apporte énormément d'informations sur la façon dont les planètes peuvent se former, en fait, dont les systèmes planétaires peuvent se former et évoluer. Et de la frustration parce que, eh bien, en fait, on les détecte toujours très largement, majoritairement, de façon indirecte. Et puis surtout, on n'a pas encore l'analogue à la Terre. Et en fait, c'est ce qu'on espère trouver un jour. En fait, une planète dont on puisse se dire, eh bien, cette planète-là, autour de telle étoile, c'est une planète qui a des caractéristiques très, très similaires à la Terre. Alors, peut-être, on ne pourra pas dire il y a de la vie ou il n'y a pas de la vie, mais en tous les cas, ça sera un monde qui sera potentiellement intéressant d'analyser pour plus tard essayer de trouver des évidences de vie. En fait. Et pourquoi? En fait, la difficulté, eh bien, c'est que chaque technique de détection permet de mesurer un paramètre de la planète, et pour savoir si une planète est rocheuse, gazeuse ou océan, pourquoi pas, eh bien, en fait, il faut qu'on ait à la fois la masse de la planète, et ça, on le fait avec la technique qui a donné la première détection d'une planète extrasolaire, à savoir ce qu'on appelle les vitesses radiales. Et puis, il faut aussi connaître son rayon, et ça, c'est par la méthode des transits. Donc, il faut arriver à coupler les 2 méthodes. Et malheureusement, ça, c'est aussi les inconvénients un peu de la science. Les choses ne progressent pas toujours de façon idéale. On aurait voulu pouvoir coupler ces 2 méthodes tout de suite ensemble, et ça n'a pas été possible pour des questions tout simplement de détection. Et par contre, aujourd'hui, on essaie d'aller un cran plus loin et de construire des instruments qui nous permettent d'avoir ce type d'informations. Et donc, on prépare le futur avec la nouvelle génération d'instruments spatiaux. Donc, il y en a quelques-uns qui vont être lancés du côté européen et du côté américain, un premier qui s'appelle Cheops et l'autre qui s'appelle TESS. Alors bon, pour les exotères, donc les planètes similaires à la Terre, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il y a de mieux adapté, mais on travaille à la préparation d'un autre instrument qui s'appelle Plateau, qui lui est européen, et donc l'ESA, et qui sera lancé en 2025 a priori, et dont l'objectif scientifique est vraiment d'arriver à détecter autour d'étoiles proches de nous, d'étoiles brillantes cette fois-ci, la présence des planètes comme la Terre, dont on puisse être sûr qu'elles sont rocheuses, et qu'on puisse ensuite plus tard essayer d'analyser plus en détail pour essayer de détecter une atmosphère par exemple. Voilà, donc je ne veux pas monopoliser la parole trop longtemps, donc c'est juste pour vous donner un petit peu une petite idée, une idée assez générale de l'accélération aussi qu'il y a eu dans ce domaine du point de vue de la recherche et des découvertes, et du fait qu'on est très très loin d'avoir terminé. En fait, on est vraiment, pour moi, juste au début, et c'est probablement les générations des jeunes qui sont dans la salle, qui verront des résultats, qui verront peut-être arriver les vrais super-terres, ou les vrais états-terres, comme on appelle, les jumelles de la Terre. Voilà. Donc si vous avez des questions maintenant, merci. Merci pour cette introduction qui donc nous a rappelé des choses importantes, qui sont que les planètes ne se détectent pas directement, et aussi qu'il y a tout un jeu d'essayer d'accéder à leurs caractéristiques comme les distances, les masses, et que malheureusement à ce petit jeu, les planètes qui ont des caractéristiques proches de la Terre ne sont pas les plus faciles à trouver. On trouve plutôt des trucs géants qui sont des fournaises que des... Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce sujet qui va oser poser la première question? Personne? Allez. On parle régulièrement de la toute première exoplanète qui avait été découverte, mais est-ce que finalement on ne s'est pas rendu compte après coup qu'on avait déjà observé plus tôt des exoplanètes sans s'en rendre compte? Dans les années 80, 90, qu'on avait pris pour autre chose, quoi.
Alors, j'ai envie de dire oui et non. Il y a eu quand même quelques annonces qui ont été faites avant la découverte de 51 PEC-B, pour l'appeler par son petit nom, qui étaient des cas où vraiment on disait bah, ce signal-là pourrait être effectivement une planète. Donc après, on avait des données. Après, est-ce que pour autant on était capable de dire c'est une planète ou c'est autre chose? Non. Pour la petite histoire, je ne sais pas si j'ai été très claire. Quand Michel Mayor et Didier Queloz ont annoncé la découverte, donc il y avait une équipe américaine aussi qui cherchait des planètes et donc ils essayaient de détecter des signaux de type Jupiter, c'est-à-dire 4 et quelques années de période orbitale, vous voyez, un corps massif, donc loin de son étoile, etc. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés voir leurs données, et, parce qu'ils avaient eux aussi observé 51 l'étoile en question, 51 PEG, et ils ont analysé le signal, ils ont dit, ben oui, effectivement, le signal est là, et on l'a dans les données. Mais ce n'était pas le type de signal qui était recherché. Donc, il avait été, d'une certaine façon, exclu des analyses qu'ils avaient faites. Et à la suite, très rapidement, ils en ont annoncé 2, 3 autres, etc., en reprenant les observations accumulées pendant des années qu'ils avaient menées et en les analysant sous un autre point de vue, en quelque sorte. Donc, on a des données, mais en même temps, il faut suivre un certain protocole d'observation, faire des observations assez régulièrement, etc. Parce que le signal à détecter est quand même relativement faible et donc il ne faut pas le manquer d'une certaine façon. Une question au fond de la salle? Quelles vont être les technologies qui vont permettre de caractériser plus finement ces exoplanètes? Entre autres, vous parliez d'observer l'atmosphère, etc. Et jusqu'à quelle distance, dans un proche avenir, enfin, où est-ce qu'il faut aller chercher? À quelle distance, les étoiles, à quelle distance maximum il faut aller chercher pour pouvoir justement avoir les informations un peu plus fines sur ces exoplanètes? Idéalement, en fait, si vous voulez, pour tout ce qu'on appelle caractérisation, c'est-à-dire essayer on va un cran au-delà la mesure de la masse du rayon, des caractéristiques orbitales, c'est-à-dire on essaie de savoir est-ce que la planète a une atmosphère et finalement les propriétés ou certaines des propriétés de l'atmosphère de la planète. Le signal est excessivement faible, donc il faut arriver à trouver ces planètes autour d'étoiles brillantes, c'est-à-dire autour d'étoiles proches. Donc je dirais dans un monde idéal, le voisinage solaire, parce qu'en même temps, ça veut dire que pour un lointain futur, on peut... je n'ose dire envisager d'y aller parce que je suis assez dubitative là-dessus. Hein. Non, mais disons peut-être envoyer une sonde. Bon, pourquoi pas, en étant très, 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 très patient. Et, on peut rêver. Après, on peut rêver. Oui, on peut imaginer qu'on envoie une sonde ou des sondes avec des systèmes plus ou moins sophistiqués. Le truc, c'est qu'il faut que votre instrument, votre sonde puisse transporter quand même des instruments qui fassent des mesures in situ, parce que si c'est juste pour envoyer une sonde, ok. Donc de toute façon, il faudra être aussi très patient, hein, parce que on est loin de se propulser à la vitesse de la lumière, donc imaginons qu'on en soit capable. Oui, il faudra plusieurs années et il faut être capable, à mon sens, hein, pour que ça ait du sens, d'embarquer un certain nombre d'instruments de mesure qui permettent au minimum d'avoir des images. Alors, si on prend, si on reste sur Terre et qu'on essaie de faire de l'analyse, donc en fait, c'est de l'analyse, ce qu'il faut faire, c'est de la spectroscopie, hein, enfin, moi je crois. Hein, on peut imaginer faire de l'imagerie aussi, ne serait-ce que voir des changements dans l'albédo de la planète qui permettent donc au cours de son année, voir
des changements dans ces couleurs qu'on puisse relier ensuite à une éventuelle végétation, et puis surtout analyser les propriétés de l'atmosphère. Et donc, ça, c'est ce qu'on espère faire sur au moins certaines planètes géantes ou certaines planètes parmi les plus proches qu'on ait pu détecter jusqu'à ce jour, avec le James Webb télescope, qui va être donc un énorme télescope sur lequel les Américains travaillent depuis déjà un certain temps et qui devrait être mis en fonction, alors je crois que c'est fin 2017, début 2018. Oui, là, on espère des résultats, des premiers résultats comme ça, mais ce type de télescope pourrait fournir les premières indications. Et du coup, ce type de détection ne marche que sur certains modes de détection de planètes. Par exemple, si c'est par détection indirecte d'une perturbation gravitationnelle, on n'arrive pas forcément à avoir d'informations sur la couleur de la planète. Ou ça. Ah non, on sait que la planète est là, on peut mesurer sa masse, étant entendu qu'on est capable de mesurer aussi la masse de son étoile. Et ensuite, on sait, disons, où pointer un autre télescope qui pourra essayer de détecter la planète par imagerie, par exemple. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Ou éventuellement sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a une au fond là-bas. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Monsieur Louarp, je voulais commencer par vous féliciter. Oui, parce que je vous ai reconnu et vous féliciter pour la qualité de ce que vous publiez sur votre chaîne YouTube. Merci. Merci pour le travail que vous faites. J'avais une question sur les retombées qu'on pouvait attendre des découvertes éventuelles d'une vie sur une planète comme ça. Parce que ma question elle porte plutôt sur les financements de ces programmes qui, je suppose, demandent beaucoup d'argent. Et finalement, quand vous avez le top pour y aller, ça veut dire que vous avez été capable de justifier de l'intérêt de vos recherches et éventuellement des retombées que ça pourrait avoir pour nous. Dans la mesure où même si on en trouvait une très proche habitable, il serait très difficile d'envoyer une mission là-bas. Quelles retombées on peut espérer pour nous sur Terre ? Je dirais peut-être sur le très court terme qui nous intéresse à l'échéance de la vie humaine, je dirais la curiosité. Parce que ça, je crois que c'est une question très ancienne, en fait, qu'on se pose, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs ? Donc, ne serait-ce déjà savoir qu'il y a de la vie ailleurs, éventuellement, en fait, mais imaginons qu'on soit capable de voir des changements sur une planète proche, qu'on puisse se corréler avec un changement de végétation saisonnier, par exemple. Moi, je trouve que déjà ça serait merveilleux. On ne sait pas s'il y a des bonhommes avec des pattes, pas de pattes de telle ou telle couleur, mais disons, ce genre de choses, de la végétation, ça serait déjà une avancée en termes de réponse à une question qui est, j'ai envie de dire, omniprésente, qui serait remarquable. Et après, en toute honnêteté, je ne peux pas vous répondre parce que moi, mon point de vue personnel, c'est qu'effectivement, le voyage interstellaire n'est pas possible, mais je ne peux rien dire sur ce que sera. Enfin, ça voudrait dire qu'il faudrait envisager qu'on n'ait pas fait le tour de la question et qu'il y a peut-être une autre physique que celle dont on dispose aujourd'hui, d'accord, et qui pourrait permettre, pourquoi pas, le voyage interstellaire. Mais ça, on table sur sur un futur incertain. J'ose même pas le chiffrer parce qu'en fait, j'en sais rien. Mais c'est un petit peu le propre de la science, je crois. On a commencé il y a très longtemps, on n'avait aucune technologie. Aujourd'hui, on dispose d'une technologie et on voit bien que dans les avancées scientifiques, il y a certains résultats qui arrivent, qui n'ont pas nécessairement un grand écho et qui s'avèrent être absolument remarquable et très porteur quelques décennies plus tard. Donc pour ce qui est de repousser les limites de notre ignorance, d'accord, mais vous arrivez malgré tout à justifier et à trouver les financements qui font que vous continuez vos programmes. Je ne dis pas que c'est simple. Ouais, mais c'est justement ma question, c'est quel type d'argument est-ce que vous utilisez pour justifier ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des agences spatiales qui existent. Donc il y a la NASA, il y a l'Agence spatiale européenne également, et même le Centre national des études spatiales en France. Et il y a quand même des lignes de financement qui sont prévues pour la recherche.
Donc régulièrement, les agences spatiales, donc elles lancent des appels à idées en quelque sorte. Donc la communauté scientifique des astrophysiciens répond à ces types d'appels à idées, et ça sur des thèmes qui couvrent pratiquement tous les différents domaines d'études de l'astrophysique, bien sûr. On peut avoir la cosmologie, on peut avoir l'étude des galaxies résolues, on peut avoir l'étude des planètes dans le système, ou de telles planètes dans le système solaire, etc. On a eu la sonde Rosetta, par exemple, etc. Donc, ça passe ensuite par un processus de sélection et où on évalue à la fois l'idée scientifique et puis l'idée d'instrument qui est associée avec, puisque bien sûr, ça veut dire qu'on repousse les limites de la connaissance et il y a un instrument qui permet de faire ce genre de choses, quoi. Et donc, on s'inscrit dans un processus de sélection. Donc, il s'avère qu'actuellement, les exoplanètes, en avant, ça marche pas mal en fait, puisque on a eu donc, ça a été difficile au début. Moi, je me souviens à l'époque où je travaillais à la préparation de coraux et j'avais le responsable américain de Kepler aussi. On était dans les conférences, on se retrouvait dans les conférences et on punaisait nos posters côte à côte. Donc on n'était pas financés, ni l'un ni l'autre. Et de temps en temps, alors au fil des conférences, les progrès ont été faits. On est passé des feuilles de papier A4 punaisées à des posters un petit peu plus fancy, les présentations dans les conférences, etc. Puis les résultats. Donc, vous pouvez juste préciser l'échelle de temps pour que tout le monde réalise bien sur des missions d'une complexité pareille, entre le moment où on a l'idée et le moment où on publie le papier. Corot, ça a commencé en 96, je pense que Kepler également, c'est-à-dire très peu de temps après l'annonce de la découverte du 51 Peg B. Et tir de Corot, on a commencé les opérations en 2007 et Kepler 2009. Donc on est sur des 10-15 ans en fait. Et donc les instruments donc maintenant on a réussi à faire passer dans ce processus compétitif du côté européen une manip qui est donc Cheops, qui est un tout petit satellite qui veut faire des mesures de rayon pour des planètes qui sont déjà connues, ou essayer d'en trouver quelques-unes, donc pour lesquelles on a la masse, histoire afin de connaître leur nature. Et puis sur le long terme, je disais Plateau, donc je vous ai dit un tir 2024-2025, et on y travaille depuis. Donc l'idée, c'était une conférence Corot avant le tir, donc 2006. Voilà. Alors après, je ne peux pas dire pour le futur, si vous voulez, je trouve que c'est déjà même, j'ai envie de dire, si je suis provocatrice, relativement remarquable en sciences de pouvoir avoir un agenda sur 10-15 ans en fait. On va prendre une question des réseaux sociaux. Oui, alors une personne nous demande par SMS, Magali, il y a quelques mois, je n'ai pas vraiment de précision, donc il y a quelques mois apparemment il y avait des variations de luminosité autour d'une étoile. Qui aurait intrigué les astronomes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et des hypothèses surprenantes avaient été évoquées à l'époque. Structure extraterrestre, par exemple. Je cite la question. Qu'en sait-on aujourd'hui ? J'imagine que c'est Proxima B, peut-être. Non, il y avait eu un truc bizarre où on observait des variations avec un pattern qui semblait dire que ça pouvait pas être quelque chose de naturel, mais j'ai oublié le détail. Ça n'a pas été reprécisé par... Non, mais ça a été démenti par la suite, il me semble. Merci. Heureusement, on va avoir mais support absolument. Peut-être vous pouvez nous dire un mot sur Proxima B, justement, parce que comme on n'en a pas parlé encore. Ah oui, d'accord. Faut que ça parle à tout le monde. Non, mais c'est Proxima Centauri B, c'est une découverte récente qu'ont fait des collègues européens, qui est donc, je crois qu'ils ont lancé ça en septembre, et ce qu'il y a de remarquable avec cette découverte, c'est qu'en fait, ça devient aujourd'hui la planète la plus proche de nous. Donc on a une masse qui est ce qu'on appelle minimale, puisqu'il y a une incertitude sur l'inclinaison du plan orbital de la planète, qui fait qu'elle est proche, disons, au plus bas des estimations, elle est proche de la masse de la planète est proche de celle de la Terre. Et donc
la planète la plus proche de nous, mais elle orbite une étoile qui est une petite étoile, donc très différente de la Terre, et n'empêche qu'elle se trouve dans la zone tempérée de son étoile, ce qui en fait un objet encore plus intéressant. Oui, alors il y a 2 questions devant, là. 3, qui dit mieux? Oui, vous avez parlé de 2 techniques pour détecter les planètes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en développement ou, enfin, qu'est-ce qui est prévu pour demain? Et la vôtre qui ne marche pas? Aussi, pourquoi pas? De quoi? Pardon, j'interromps la J'ai question. dit Ah oui, la mienne, oui, effectivement. Oui. Est-ce qu'elle marchera demain? Oui, tout à fait. Non, il y a plusieurs techniques, effectivement. Donc, on a vu les effets gravitationnels. Alors, les effets gravitationnels, on peut les détecter par deux approches, si vous voulez. C'est la méthode dite des vitesses radiales, hein, où on utilise en fait ce qu'on appelle un spectre, la déconvolution, la dispersion dans la lumière de l'étoile avec un prisme, etc. Bon, on mesure la vitesse de l'étoile sur la ligne de visée, faisons simple. Et puis l'autre technique qui est l'astrométrie, on attend des résultats avec le satellite Gaia, hein, qui est en train d'acquérir les données, qui sont en train d'être analysées. Et ce qu'il y a d'intéressant avec les techniques de détection, c'est que d'une part, elles ne sont pas sensibles aux mêmes paramètres des planètes, donc c'est d'autant plus intéressant de pouvoir les coupler. Et puis, elles ne sont pas sensibles non plus complètement aux mêmes classes de planètes. Donc, arriver à combiner les techniques permet d'avoir une vue encore plus complète des systèmes planétaires. Et pour Gaïa, par exemple, on attend des détections de planètes plutôt à grande distance de leur étoile. Tandis que, plutôt vitesse radiale et transit, on est plutôt sensible à des planètes à courte période orbitale, simplement parce qu'il faut accumuler les données. Enfin, on peut aller plus loin en période orbitale, bien sûr, mais ça nécessite de cumuler les observations pendant plusieurs années. Donc ça, on en est à 3. Donc l'astrométrie, vitesse radiale, les transits. L'imagerie commence à donner des résultats. Hein. On a un instrument d'imagerie qui a été fait avec pour objectif de voir des planètes et qui est installé à l'ESO, à l'Observatoire européen dans l'hémisphère sud. On les regarde dans l'infrarouge, c'est ça? On voit le proche infrarouge, oui, c'est on voit la chaleur qu'elle reflète de leur étoile. Oui, en partie, oui. Mais enfin, on voit un point lumineux, effectivement, dans la mesure où on arrive à bien atténuer la lumière de leur étoile, ce qui est une très grande difficulté. Mais l'instrument fonctionne remarquablement. Le truc, c'est que là aussi, il va falloir quand même un petit peu attendre parce qu'on détecte un point lumineux, effectivement. On peut arriver, dans certains cas même, à faire des spectres, hein, en fait, de ces planètes, qui sont là aussi des planètes plutôt massives et à grande distance de leur étoile. Mais détecter un point lumineux ne suffit pas. Il faut être sûr qu'il est bien lié à l'objet central, à l'étoile, et donc il faut pouvoir suivre son mouvement pendant quelque temps de façon à détecter le mouvement orbital et être sûr que ce n'est pas simplement une étoile de fond. Donc ensuite, il y a la technique des micro-lentilles. Qui, elle, c'est un effet relativiste, en fait, bon, sans trop rentrer dans les détails, mais qui va être sensible à des planètes autour d'étoiles qui sont très, 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 très loin de nous. Donc l'inconvénient de la méthode, c'est qu'on a un événement unique et autour d'une étoile qui est souvent difficile même d'observer directement et qui est très, très lointaine. Donc c'est un petit peu la limitation, mais on espère avoir des informations de nature un petit peu statistique, je vais dire. Et la dernière, celle que je pensais être intéressante, c'est la détection du champ magnétique des planètes, les magnétosphères, ce qu'on appelle. Parce qu'il faut savoir que dans notre système solaire, donc la Terre a un champ magnétique, mais une planète comme Jupiter a un champ magnétique énorme, qui se traduit par une émission radio particulièrement intense. Et bon, voilà, ça aussi, ça pourrait être une piste. Et bon, pour l'instant, ça n'a pas donné de résultats positifs, en fait. Ok, merci pour ce tour d'horizon des techniques. Alors, on va prendre la question qu'il y avait à côté. Bonsoir. Comment attribue-t-on la découverte d'une exoplanète? Est-ce qu'on l'attribue à la personne qui la découvre, à un groupe, à un pays? Et les noms aussi particuliers qu'on donne à ces découvertes? C'est une bonne question, c'est intéressant en fait. Alors en fait au début on a...
on a attribué les découvertes un peu nominativement. En fait. Il y a Majorquello, Marcy Butler aux États-Unis. Et puis, en fait, ce travail de recherche, d'analyse, etc., c'est depuis longtemps, ce n'est plus un travail d'une seule personne, c'est un travail d'équipe en fait. Et on apporte dans ces équipes, chacun a des compétences, des expertises différentes et complémentaires. C'est un travail de fourmi en fait, parce qu'il n'y a pas simplement à aller faire des observations, mais les analyser, modéliser ce signal. Je vous disais, chaque paramètre de la planète nécessite de connaître le paramètre de l'étoile, donc il faut aussi analyser l'étoile, etc. Donc non, c'est plutôt des groupes qui travaillent un peu aux quatre coins de la planète. Et puis quand ça s'appuie sur une instrumentation un petit peu à la pointe, quand c'est du spatial par exemple, où là, là il y a des États, les financements sont européens, mais également chaque pays, c'est pas que l'ESA, j'ai peut-être pas été très clair là-dessus. L'agence spatiale pilote un petit peu le programme, mais le soutien financier aux équipes dans les pays va via les agences spatiales. Donc en France, les équipes sont financées par le CNES. Et donc après, on va mettre le nom de l'instrument. Alors, il y a eu des discussions qui sont de temps en temps, ça c'est un peu le serpent de mer, est-ce qu'il faut changer les noms, les choses comme ça. Mais c'est un peu un retour sur les instruments qui ont été à l'origine des découvertes. Qui ont fourni les données qui ont permis les découvertes. Et donc, vous avez planète Corot, Trucmuche, Kepler 365b, CD, etc. Voilà. Mais c'est vrai que souvent, ça c'est d'autant plus vrai que les étoiles en question sont des étoiles très peu brillantes. Quand on regarde les étoiles du voisinage solaire brillantes, là, on va utiliser souvent le nom de catalogue de l'étoile. Parce que bon, il y a les catalogues d'étoiles brillantes. Alors, il y a toujours des numéros, mais pour nous, ça nous parle vachement. C'est des numéros beaucoup plus courts que oui, pour les comme étoiles. quand vous nous disiez 51 PEG-B, par Voilà. exemple. Alors, il y a des noms aussi. Pégase, la 51e étoile. Le nom des constellations et tout ça, mais ça, ce sont les étoiles brillantes. Donc, on peut utiliser dans ce cas-là ces noms-là. Ouais. Ah, il y avait une troisième question devant. Justement, on entend souvent parler d'exoplanètes baptisées Kepler, du nom du satellite américain, et puis beaucoup moins de Corot, du nom du satellite français. Est-ce que ça veut dire que Corot en a très peu découvert par rapport à Kepler, voire que ça n'est pas vraiment un succès? Pas vraiment un succès, pardon. Non, c'est un succès, mais alors j'ai envie de dire, ça aurait été d'autant plus, encore plus un succès si on avait pu tenir l'agenda qui était initialement prévu pour le tir de Corot, et c'est-à-dire arriver à lancer l'instrument en 2001-2002. Et après, il y a eu des retards, comme il y a souvent, parce que le programme est arrêté pour X ou Y raison, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails et tout ça. On a tiré un petit peu plus tard, et du coup, il y a eu moins de... Mais il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Corot, c'est un instrument qui a été fait pour la détection de planètes à courte période orbitale, et il était associé avec un programme de physique stellaire. Donc, en fait, on a rajouté, d'une certaine façon, la découverte, la recherche des exoplanètes au design d'un instrument qui était fait pour faire de la physique stellaire initialement, et qui avait donc une stratégie d'observation qui était avant tout définie, enfin drivée, pour parler français, par les analyses stellaires. Kepler, lui, il a été vraiment complètement conçu pour rechercher les analogues à la Terre. Donc, il a observé le même champ d'étoiles en continu pendant 4 ans. Un peu plus jusqu'à ce qu'en fait, il y ait une panne de l'instrument et qu'il soit obligé d'arrêter les observations. Tandis que Corot ont changé le champ d'observation. Tous les 6 mois, on tournait l'instrument et on pointait dans la direction opposée. Et les plus longs pointés, les plus longues durées d'observation, ça n'a été que de 5 mois. Donc nécessairement, on avait la sensibilité pour les planètes
très proches de leur étoile, et tandis que Kepler, lui, 4 ans d'observation, mais effectivement, ça a été une révolution, Kepler. Il a produit des centaines, des milliers de planètes, et d'autres, enfin certaines beaucoup qui attendent encore d'être confirmées, hein, et puis il y avait un facteur 10 en sensibilité. Donc Kepler... Corot n'est pas un échec, mais simplement, c'est comme, c'est pas directement comparable avec Kepler. Mais on a énormément appris. Je crois que ça a aussi contribué énormément à former toute une communauté exoplanète en Europe. On a formé des jeunes, en fait. C'est eux qui vont travailler dans 10 ans sur les données des futures missions européennes spatiales de l'ESA. Ça nous a permis aussi, dans les conférences, d'avoir de la visibilité, etc. On a analysé les données Kepler aussi, c'est pas un problème. Voilà, donc c'est pas complètement comparable parce que simplement, ça n'a pas été conçu de la même façon. C'était beaucoup plus modeste, Corot, en fait. On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur de budget. Hein. C'est important de le dire. Alors, on a une question qui vient des réseaux sociaux. C'est ça, par SMS. On nous demande s'il y a des études sur les exoplanètes qui sont menées depuis la station internationale, et si oui, de quel type? Eh bien, écoutez, non, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y en ait, en fait. Non. Il n'y a pas d'instrument embarqué Non, non. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, alors, moi j'y connais rien du tout. Je voulais savoir s'il était possible qu'il y ait des systèmes solaires plus proches que Proxima Centauri et qu'on n'ait pas découvert, ou si c'est totalement impossible à vous. Dans tous les cas, non, plus proches. Non, de toute façon, sur les étoiles proches, on a très peu de... C'est vraiment la plus proche. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, ça veut dire simplement qu'on n'a pas été capable de les trouver jusqu'à présent, en fait. C'est tout. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que la détection, c'est quelque chose qui reste difficile. Il y a plusieurs limitations dues, par exemple, au fait que les étoiles présentent des cycles d'activité, hein, comme le cycle d'activité du Soleil. Donc ça gêne les mesures. Qu'on n'a pas des instruments adaptés pour les étoiles les plus brillantes, en tous les cas, ceux qui permettraient les détections les plus faciles ne sont pas faits pour ce type d'étoiles. Et puis que surtout, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Parce que si vous voulez un signal planétaire, donc si vous voulez détecter une planète à 1 an de période orbitale, il faut observer au moins 2 ans la même étoile avec énormément de régularité. Donc dans le cas de Proxima Centauri b, le gros atout, d'une certaine façon, c'est que l'étoile est petite. Donc c'est une petite étoile. La période orbitale de la planète, c'est de mémoire, je dirais, une quinzaine de jours, je crois. Donc on n'a pas besoin d'observer l'étoile pendant des années. Il suffit de l'observer pendant quelques mois, de façon assez régulière, voilà, et on arrive à faire la détection. Mais si on vise des planètes distantes, oui, la difficulté tient au fait qu'il faut vraiment un suivi très régulier dans le temps. Donc il ne faut pas être pressé, en fait. Il ne faut pas qu'on veuille des résultats instantanés. Voilà. Donc on peut très bien imaginer qu'il y a d'autres planètes, soit dans le même système, soit dans les étoiles qui sont dans le voisinage Proxima b et qu'on n'a pas détecté aujourd'hui encore. Oui, une autre question devant. Merci. Je voudrais savoir si, compte tenu du succès de la mission Rosetta, on n'est pas du tout dans le même domaine, mais est-ce que, puisqu'on a prouvé qu'on est capable d'envoyer des sondes à des recoins très éloignés de notre système solaire, est-ce que ça donne de l'espoir et un peu de matière à lobbying pour les astronomes pour faire financer éventuellement un jour une mission un peu similaire qui pourrait envoyer une sonde à Proxima b? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas se faire tellement c'est loin? Ce que je disais tout à l'heure, je crois que la question, c'est... moi, dans les quelques projets que j'ai vus,
C'est genre, oui, on envoie une sonde, on y va, quoi. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de l'information. Pour avoir de l'information, il faut avoir de l'instrumentation. Donc après, moi, je mettrais dans la balance l'effet médiatique. On envoie une sonde qui arrive là-bas et je ne sais pas trop ce qu'elle y fait pour l'instant. Et On voit des photos déjà, qu'on voit à quoi ça mais oui, ressemble. mais alors oui, il faut avoir, mais prendre les photos, c'est pas presse-bouton non plus, quoi. Donc il faut pouvoir, je veux dire, dans l'espace, hein, j'entends bien, oui, en général, l'appareil photo, c'est presse-bouton. Mais ce petit boîtier, tout ça, quand on le met sur une sonde, ça devient de suite un cran plus compliqué. Et après, moi, je mettrais dans la balance, mais peut-être que je suis conservatrice et il faudrait voir ce que diraient les jeunes à ma place, avec avoir un instrument en orbite autour de la Terre pour déjà s'affranchir de la gêne de l'atmosphère et qui, là, depuis notre voisinage, puisse nous donner les informations dont on a besoin. Et typiquement, pour moi, c'est détecter l'atmosphère. Est-ce que oui ou non, il y a une atmosphère? La chance de transit, elle est faible, donc on aura toujours une incertitude sur le rayon. Hein. Enfin, le rayon, il reste inconnu à ce jour de la planète en question. Mais par contre, arriver à voir des images, même à grande distance, ça serait pas mal. Mais bon, pourquoi pas? Oui, on peut imaginer que... L'intérêt de faire la détection autour d'étoiles proches, c'est que malgré tout, ça ouvre cette porte de pouvoir se dire que dans un futur, on puisse envoyer une sonde avec un appareil photo performant pour nous envoyer de belles photos. Mais il ne faudra peut-être pas être trop pressé quand même pour avoir les photos. Hein, parce que... Déjà, si la photo revient à la vitesse de la lumière, ce qui est le mieux qu'on puisse faire, déjà, c'est 4 ans entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où la photo s'affiche sur l'écran. Voilà, tout à fait. Donc on a du mal à imaginer ces échelles de temps. Parce que, et même, je dirais, les sondes dans le système solaire, ça a été d'une certaine façon un peu banalisé depuis 1959, le Sputnik et tout ça, mais depuis les années 60 où on a commencé à envoyer des sondes de façon un peu intensive. Mais ça reste un défi technologique. On envoie le temps de communication est long en allant à la vitesse de la lumière. Donc on envoie une commande à une sonde qui est, alors je crois que Saturne, c'est 1h30 de transit, hein, enfin pour atteindre Saturne. Vous envoyez la télécommande, vous ne savez pas ce que fait votre sonde entre-temps. D'accord ? Elle reçoit la télécommande, elle va faire des trucs, elle vous renvoie l'information, il s'est peut-être écoulé 3 heures entre-temps. Selon la configuration dans laquelle se trouve la sonde, bon, pour braquer au dernier moment, c'est un peu difficile. Oui, quoi. Effectivement. Donc, mais bon, oui, voilà, Proxima Centauri B, c'est une superbe découverte parce que ça donne quelque part un petit peu d'espoir en se disant, on peut continuer à rêver et essayer d'envisager des sondes automatiques effectivement pour le futur. Est-ce qu'il reste peut-être un peu de temps pour une dernière question? Ou est-ce qu'on reste sur cet espoir de peut-être aller observer ce qui se passe là-bas? Bon, très bien. Merci beaucoup Magali. Merci à tous pour vos questions. Merci à vous. Et merci. On n'a pas prévu de clôture officielle, mais voilà, c'était la dernière session.